Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de valorisation des marchés actions. C'est vrai que depuis le début de l'année, les marchés ont quand même beaucoup baissé, notamment les marchés actions. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter les indicateurs macroéconomiques et aussi les indicateurs de marché qui vont vous permettre de vous faire une opinion et de savoir si effectivement aujourd'hui on est revenu à des niveaux de valorisation raisonnables. Allez, on y va, c'est parti. D'abord, on va regarder les indices. On commence par le S&P, l'indice américain, des plus grandes valeurs américaines. Donc là, vous voyez, on a, donc ici, on est à 3797. Là, on a eu la phase eh bien, de début de pandémie en 2020. Donc aujourd'hui, on est en phase baissière hein, depuis à peu près le début de l'année 2022. On a perdu à peu près 21% sur cet indice depuis le début de l'année. Vous voyez que c'est, voilà, même s'il y a des rebonds régulièrement, là on est en train de faire un rebond encore aujourd'hui, mais on reste très très clairement dans une tendance baissière. En revanche, on est encore supérieur aujourd'hui hein, au niveau actuel, au niveau qu'on avait atteint juste avant le début de la pandémie en 2020. Voilà, on est un peu plus de 10% au-dessus. Et si on regarde le CAC 40 ici, donc l'indice français, là c'est un tout petit peu différent. Donc on a toujours la baisse en cours depuis le début de l'année. On a à peu près 14% de baisse sur cet indice depuis le début de l'année. Mais en France, en fait, on est revenu à peu près au niveau qui avait été atteint juste avant le début de la pandémie. Donc là, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment eu de gain par rapport à ce moment-là. Et de la même façon, dans la phase baissière actuelle, vous voyez qu'on a voilà, des phases de baisse très rapides avec des rebonds, mais pour l'instant, on est toujours dans cette tendance baissière. En ce qui concerne les multiples de valorisation, on va commencer par le Shiller P/E ratio. Donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur justement le PER. Je vais vous mettre un lien vers cette vidéo. Donc c'est pour moi vraiment un des ratios les plus justes à utiliser. Donc on va diviser le prix de l'action, la valorisation de l'action par eh bien, une moyenne ajustée de l'inflation des revenus sur les 10 dernières années. Donc ça va permettre de lisser les effets cycliques. Donc je vous rappelle ce graphique-là qui est très important. Pourquoi? Parce qu'on l'a sur une durée très très longue, hein, depuis les années 1880. Donc on est plutôt hein, sur des moyennes sur cet indice, normalement qui était autour de 15 pendant assez longtemps. Là dernièrement, au cours des dernières années, on a une moyenne qui a augmenté un petit peu. Voilà, et donc aujourd'hui, on est toujours à des niveaux sur les marchés américains qui sont assez élevés. Alors, on va regarder ça en détail ici. Euh, donc là, vous voyez, c'est la courbe bleue, hein, les marchés américains. Donc on est ici sur cette dernier calcul. C'est toujours le Shiller P/E ratio, hein. On est à 26,45 aux États-Unis, la courbe bleue. En Europe, on est autour de 18. Donc vous pouvez voir quand même qu'effectivement, hein, depuis à peu près la fin de l'année 2021, on a eu une correction significative de ce ratio. Mais voilà, on partait quand même de très haut. Et voilà, on est toujours 26,5, hein, vous voyez, encore une fois, sur le marché américain, ça correspond à peu près à ce point-là. Donc on reste toujours, en tout cas aux États-Unis, hein, sur des niveaux de valorisation très élevés. C'est un peu plus raisonnable eh bien en Europe, hein, donc autour de, voilà, en dessous de 20, à 17, 18 à peu près. Maintenant, je vous ai sélectionné d'autres pays. Donc, j'ai la Chine maintenant, la Pologne et le Brésil sur ce graphique. Donc, eux aussi, hein, on peut voir qu'on a eu eh bien, ces derniers mois une correction. En ce moment, comme vous voyez, on est au Brésil à peu près à 14 en termes de PI. On est un tout petit peu au-dessus de 10 en Chine, à 10,4. Et on se retrouve à 6,5 seulement en Pologne. Donc c'est vraiment, je l'avais déjà noté la dernière fois, mais le marché polonais est vraiment ben, très très mal valorisé aujourd'hui. Et de la même façon, le marché chinois est assez, et commence à être à des niveaux de valorisation assez bas. Alors peut-être que la Pologne, elle, est effectivement touchée de manière indirecte parce qu'elle est proche du conflit en Ukraine. Pour ce qui est de la Chine, eh bien, elle est quand même pénalisée fortement par une politique
anti-Covid, zéro Covid, hein, vraiment extrêmement strict, ce qui explique sans doute ces ratios. Donc voilà pour le PI, le Schiller PI. On va regarder maintenant un autre indicateur de valorisation. Donc là, c'est simplement donc ce qu'on appelle le price to sell ratio. Donc c'est simplement la valorisation qui est divisée par eh bien, le volume des ventes des sociétés. Donc là, on a un exemple sur le marché américain. On est sur le S&P 500. Donc vous voyez, on peut regarder la courbe rouge ici. Donc globalement, en ce moment, eh bien, on doit être autour de 2,3 à peu près, hein. Donc ça veut dire que on valorise 2,3 fois à peu près en moyenne le chiffre d'affaires sur le marché américain. Et ce que vous pouvez voir quand même, c'est que eh bien, on reste encore aujourd'hui sur ce calcul-là, sur la base de ce calcul, sur des niveaux de valorisation quand même très élevés. Si vous comparez donc 2,3 à peu près aujourd'hui, on peut comparer ça par exemple eh bien, à la sortie de la crise, hein, de la dernière grande crise financière qui avait eu lieu en 2008-2009, on était tombé eh bien, à 1. Donc vous voyez que voilà, ça reste quand même encore aux États-Unis, hein, des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont à mon avis très élevés. Un autre indicateur intéressant aux États-Unis, c'est l'indicateur du dividend yield. Donc là, pareil, c'est sur le S&P 500. Ce qu'on nous montre, c'est bien ce qu'on a en moyenne en termes de rendement si vous investissez dans l'ensemble des sociétés du S&P. Et donc on est aujourd'hui à seulement 1,72%. Donc c'est vraiment pas un marché, disons, qui vous fait gagner beaucoup de rendement en dividendes. On le verra plus tard, mais c'est vrai que les dividendes, c'est quand même intéressant à avoir si vous pensez qu'il peut y avoir une chute encore des marchés importante, tout simplement parce que ça, pendant qu'il y a la chute, pendant qu'il y a le marché baissier, ça va venir vous couvrir une partie de votre perte. Donc c'est quand même très intéressant dans votre portefeuille action pour arriver à tenir, disons, pendant des phases de marché baissier. C'est quand même très intéressant d'avoir des dividendes élevés. Et là, en tout cas, ce n'est pas le cas sur le S&P 500. Pour analyser le niveau de risque sur les marchés, on va regarder l'indice VIX, qu'on appelle souvent l'indice de la peur. Donc c'est un indice qui permet de mesurer la volatilité. Plus précisément, donc cet indice correspond à une mesure de la prévision du marché, que fait le marché, de la volatilité sur les 30 jours à venir. Donc si on regarde le graphique tout de suite, on va regarder sur une période assez longue. Donc là, vous voyez que globalement, en fait, il faut être à des niveaux supérieurs à 20 ou 25 eh bien pour commencer à être dans des zones de très forte tension sur les marchés. Et si on zoome un petit peu, donc on va regarder les derniers mois ici, ce qu'on voit c'est que eh bien, au cours, depuis début à peu près septembre 2022, on est quasiment toujours supérieur à 25. Et surtout au cours des derniers jours et dernières semaines, on est à des niveaux qui oscillent autour de 30. Donc on est vraiment sur des niveaux eh bien de tension sur les marchés qui sont très élevés. En plus de ça, il y a d'autres facteurs qui nous montrent qu'il y a de très grandes tensions sur les marchés. On a vu eh bien, les problèmes avec les fonds de pension au Royaume-Uni dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et également, autre chose que j'ai abordé dans ma dernière vidéo, les problématiques liées au manque de liquidité en dollars et donc la banque centrale suisse qui doit, via une swap line, arriver à faire venir des dollars en Europe pour aider les banques qui n'arrivent plus à s'en procurer. Donc voilà, c'est effectivement un ensemble d'éléments qui nous montrent que eh bien, on est sur des niveaux de tension extrêmement élevés aujourd'hui. On passe maintenant aux indicateurs économiques. Je commence avec les États-Unis. Donc là, on va regarder d'abord un indicateur S&P, donc c'est un indicateur composite sur l'activité aux États-Unis. Donc ce qu'on voit, c'est que on a quand même beaucoup baissé depuis le début de l'année 2021. Donc on est toujours dans cette phase de baisse. On est en dessous de 50, ce qui pourrait à 47,3, hein, ce qui pourrait indiquer eh bien, une situation de récession aux États-Unis. Donc ça, c'était pour l'Institut S&P. On a des chiffres un petit peu différents dans l'Institut ISM ici. Donc là, c'est pour la partie industrie, manufacturing. Donc vous voyez, on a la même tendance ici. On est en train de se rapprocher
du 50, voilà, la tendance est très fortement baissière, mais on n'est pas encore en dessous de 50. Et pour ce qui est de l'autre partie non industrielle, donc les services, ici par contre on reste toujours à des niveaux à peu près corrects, autour de 60, qui correspond à peu près à la moyenne de l'indice. Si on regarde ensuite l'indice du sentiment du consommateur américain, donc là, je l'avais déjà montré, on est vraiment à des niveaux extrêmement bas. Donc ici, vous voyez historiquement, hein, on est, euh, on est quasiment au plus bas sur l'indice au cours si on compare aux 45 dernières années. Donc c'est vraiment voilà, un sentiment du consommateur très, très dégradé. Euh, Ensuite, pour ce qui est du PIB, là c'est un petit peu mieux. On avait eu donc au premier et au deuxième trimestre 2022 donc un PIB en baisse aux États-Unis. Là, a priori, pour le troisième trimestre, et comme on a terminé le troisième trimestre, là les chiffres devraient plus vraiment changer. On est quasiment à 3% de croissance aux États-Unis, donc c'est quand même un petit peu mieux à ce troisième trimestre que précédemment. Et ensuite, si on regarde les niveaux d'inflation aux États-Unis, donc là, il semblerait aux États-Unis pour l'instant qu'on ait passé le pic d'inflation, un pic qui était du mois de juin. Là, ça fait 3 mois de suite on est toujours bien sûr à des niveaux d'inflation très élevés, hein, 8,2, mais disons que ce taux d'inflation diminue un petit peu. C'est assez cohérent si on compare ce graphique à celui des prix à la production. Donc on va regarder tout de suite. Vous voyez ici sur les prix à la production qu'en fait on avait atteint un pic déjà au mois de mars dernier, et depuis il y a eu vraiment une diminution significative de ce taux d'inflation sur les prix à la production. Et donc eh bien cette variation a un impact souvent quelques mois après, hein, sur les prix finaux. Et donc c'est normal que quelques mois après, on commence à voir cette diminution du taux d'inflation. On continue avec les chiffres macroéconomiques en Europe. Donc on commence par le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on est sur les chiffres S&P ici composite. Et donc on se retrouve à 47,2, donc en dessous de 50, en situation de contraction économique. Vous voyez ici le graphique. Donc on est en phase de baisse significative. Et si on compare à la zone euro, en fait, vous allez voir que le graphique est assez proche. En zone euro, on se retrouve sur l'indice composite PMI à 47,1. Vous voyez ici la courbe, c'est quasiment la même. Donc on est globalement sur la zone euro en situation de contraction économique, avec l'Allemagne qui est particulièrement touchée, plus que les autres pays. Là, vous avez une petite comparaison. Vous avez la zone euro ici. L'Allemagne, vous voyez, très touchée, qui est tombée à 44,1 au niveau de cet indice. Et la France qui tient encore le choc ici, qui reste autour de 50. Donc si maintenant on continue sur l'indice du sentiment du consommateur, alors c'est celui qui s'appelle le ZEW, donc pour l'ensemble de la zone euro. Donc là vous voyez que eh bien, sur cet indice on est quasiment au plus bas, hein. On a ici les chiffres sur plus de 20 ans, et on est vraiment sur cet indice de sentiment du consommateur au plus bas. Maintenant regardons l'inflation. Donc là, l'inflation par rapport aux États-Unis, vous voyez, c'est un peu différent. On est sur les chiffres de l'inflation, vous voyez qu'on est environ à 10%, enfin 9,9% aujourd'hui sur la zone euro. Et on n'a pas eu visiblement de pic qui a été atteint pour l'instant dans la zone euro. Si on compare ça au prix à la production, où là on a des variations annuelles, hein, très élevées, en ce moment on est à 43%, hein, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas eu de retournement pour l'instant. C'est bien sûr dû très largement à l'énergie, hein, au prix de l'énergie en Europe. Donc vous voyez que la situation en Europe est quand même beaucoup moins favorable qu'aux États-Unis. Donc on a ici un article, hein, du FMI qui s'inquiète un petit peu justement de la situation en Europe, où on voit à la fois une inflation très élevée et une croissance très faible.
Donc il prévoit pour cet hiver que plus de la moitié des pays de la zone euro soient en récession, c'est-à-dire avec deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité. Alors je voulais vous montrer leurs prévisions en termes de croissance, auxquelles personnellement moi je ne crois pas trop, mais bon je vous les montre. Pour l'année 2023 surtout, vous voyez qu'il prévoit en moyenne pour la zone euro et aussi pour le Royaume-Uni une légère croissance, hein, 0,5% dans la zone euro, 0,3% au Royaume-Uni. Très honnêtement, compte tenu des contraintes liées à l'accès à l'énergie, par exemple en France, on a demandé aux entreprises de diminuer leur consommation d'énergie de 10%. Ça me paraît pas être des chiffres très cohérents. En tout cas, ils sont, à mon avis, extrêmement optimistes. On continue avec les indicateurs économiques pour la Chine. On commence avec le PMI des services. Donc là, vous voyez l'évolution. On est aujourd'hui à 49,3, donc juste en dessous, hein, du seuil de contraction de l'économie. Euh, Si on regarde les choses sur une durée assez longue, depuis 2008, vous voyez quand même qu'on a le sentiment que on est plutôt dans une tendance baissière. C'est pas très clair, mais c'est le sentiment qu'on a. Si on regarde le PMI industriel, là c'est un peu plus clair, hein, sur une longue période. On est clairement dans une tendance baissière de cet indicateur. On est aujourd'hui à 48,1, donc plus significativement en dessous, hein, du seuil de contraction de l'économie. Là, très récemment, on a eu les derniers chiffres de la croissance donc en Chine, qui était donc à 3,9% sur le troisième trimestre 2022. Donc ce qui reste très inférieur, c'est ce qui est indiqué ici, à l'objectif qui avait été fixé de croissance sur l'année 2022 de 5,5%. On peut regarder ici, hein, donc vous voyez les derniers chiffres, hein, les 3,9 ici qui ont été obtenus sur le troisième trimestre. Mais si on regarde les choses sur une durée plus longue, ce qu'on voit, c'est qu'en Chine, eh bien, globalement, on avait eu à partir du début des années 90 jusqu'à à peu près aux années 2010-2012, et bien vraiment des croissances très fortes qui oscillaient euh, quasiment autour de 10%. Et c'est vrai que depuis à peu près l'année 2012, on a une baisse, hein, significative de cette croissance. Et ce qu'anticipent en réalité les investisseurs aujourd'hui, notamment après les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est effectivement qu'on se retrouve maintenant et pour une durée assez longue sur des niveaux de croissance qui seront nettement inférieurs, très certainement inférieurs à 5% par an. Alors c'est vrai que les derniers chiffres, ils sont quand même assez affectés par eh bien, la politique zéro Covid qui est aujourd'hui toujours en place en Chine. Il y a pas vraiment eu de signe pour l'instant d'assouplissement de cette politique zéro Covid. Dernier indicateur que je voulais vous montrer, c'est un indicateur donc de sentiment économique des acteurs économiques, donc qui s'appelle le Leading Economic Index. Donc là aussi, vous voyez, sur une période très longue, hein, on les a depuis 92, eh bien on est en ce moment, hein, sur voilà, un indicateur qui est en train de flancher fortement. On se retrouve à des niveaux de 95 à peu près, alors que la moyenne historique était quand même plutôt autour de voilà, 102, 103 à peu près sur cet indicateur. En complément concernant la Chine, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé très récemment au congrès du Parti communiste chinois. Donc il y a eu une scène vraiment assez incroyable, je vous invite à aller la voir en vidéo. Donc on avait le président actuel, Xi Jinping, qui est ici, et à côté de lui était assis le précédent président qui s'appelle Hu Jintao. Et donc pendant la session, des personnes sont venues pour eh bien, accompagner, faire sortir de la salle Hu Jintao. Donc c'était assez surprenant, très vraisemblablement, d'après les images, il n'était pas d'accord. Et on voit le président actuel, Xi Jinping,
assez peu réagir, on va dire. Donc, globalement, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été préparé, vraisemblablement par le président actuel, pour envoyer un message. Donc, un message à la fois parce que, eh bien, il vient d'être confirmé pour un troisième mandat, donc ça va faire 15 ans au total, à la tête du Parti communiste chinois. Donc, c'est vraiment l'homme fort aujourd'hui. Certaines personnes qui disaient qu'il était contesté en interne. Bon, c'est pas vraiment le cas, j'ai l'impression. Ça marque une rupture aussi avec la politique mais qui était menée avant par Hu Jintao, qui était un président plus ouvert à l'Occident. Et donc c'est moins le cas avec Xi Jinping et aussi, on va dire, dans ce qu'il prévoit pour les politiques futures. Le marché a très mal réagi hein, suite au congrès du Parti communiste chinois. Le jour d'après, j'ai regardé les indices à Hong Kong, ils ont très fortement baissé. Il y a eu une baisse d'environ 7% sur l'indice de Hong Kong. Donc globalement, les marchés considèrent que eh bien, la politique chinoise ne va pas aller dans le sens à moyen et long terme d'une libéralisation du marché, ça ne va pas favoriser en tout cas la croissance économique du pays. On a vu qu'elle était déjà en baisse au cours des dernières années. Et donc ça va, selon le marché, ça va continuer. Et c'est vrai que ces dernières années, la croissance mondiale était tirée hein, par la Chine, beaucoup. Et donc ce genre d'événement, ça peut aussi, de manière indirecte, avoir des conséquences très importantes sur la croissance mondiale. Sur la base des indicateurs que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, vous comprenez que, à mon avis, on n'est vraiment pas arrivé au point bas hein, du marché baissier actuel. Et à mon avis, loin de là. Donc on va essayer de regarder un autre indicateur qui est intéressant souvent pour arriver à identifier justement des points bas dans des cycles baissiers. Alors ça s'appelle la capitulation. Donc globalement, ça correspond à quoi? Une séance de capitulation, c'est une séance boursière pendant laquelle on a une baisse significative des cours, mais également une augmentation forte des volumes. Pourquoi? Parce que, eh bien, on voit pendant cette séance les personnes qui étaient encore hésitantes pendant le marché baissier qui a commencé, les personnes qui étaient encore hésitantes à vendre, eh bien, à ce moment-là, elles capitulent, c'est-à-dire qu'elles prennent leurs pertes, elles vendent massivement leurs actions. Et donc, c'est ce qui explique l'augmentation significative des volumes pendant les séances de capitulation. Et globalement, ce qui se passe d'habitude juste après, c'est qu'on se retrouve dans un état où dans le marché, il n'y a quasiment plus de vendeurs, puisque les vendeurs ont pris leurs pertes, ils ont vendu, donc les autres, a priori, gardent leurs titres. Et donc, on se retrouve dans un marché où il y a simplement des acheteurs. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que, eh bien, en suivant la séance de capitulation, on a souvent un rebond. Et souvent, ce qui se passe, c'est que cette séance marque un point bas dans les phases baissières. Alors, c'est pas toujours un point bas total, c'est-à-dire que ça peut être un point bas intermédiaire dans une phase baissière, mais ça permet souvent assez bien d'arriver à identifier ces points bas. Alors, on va regarder certains exemples. D'abord, je pense que c'est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le Black Monday. Donc, c'était en 87. C'est vraiment une des séances les plus connues hein, qui a vu une baisse absolument énorme des indices. Donc là, je vous ai fait un zoom. On est sur le S&P 500, juste au moment de ce Black Monday. Vous voyez, on est le 19 octobre 1987. Et donc, on a une baisse vraiment absolument énorme hein, ce jour-là hein, de l'indice S&P 500. On est à moins 30% sur la journée. Et donc, je vais vous montrer ici au niveau des volumes. Donc, dans les jours précédents, on était en moyenne autour de 200 millions à peu près au niveau des volumes échangés. Et là, ce jour-là, le 19 octobre, on passe à 600 millions. Donc on fait un x3 au niveau des volumes échangés.
Et si après on dézoome, vous voyez bien que eh bien, cette séance de capitulation a marqué véritablement un point bas hein, sur le marché, même si derrière on est revenu à peu près ici au même niveau, sur une plus longue période. Ça a de manière très efficace permis d'identifier un point bas. On va regarder maintenant l'exemple du marché baissier de février-mars 2020. Alors au niveau des volumes, juste avant le début du marché baissier, vous voyez qu'ici on était autour de, on va dire 4 milliards à peu près. Donc ensuite, au cours de ce marché baissier, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir plusieurs séances de capitulation. Donc ça commence ici le 28 février. Vous voyez qu'on a une augmentation significative des volumes. On monte à 8,6 milliards avec un marché avec une très forte baisse ce jour-là. Donc ça marque un point intermédiaire. Mais vous voyez qu'ensuite, il y en a plusieurs autres. Donc ici, par exemple, le 9 mars, de nouveau, on monte à peu près au même volume avec une baisse importante. Voilà, et il y en a trois autres, le 12, le 16 et le 18 mars, qui se réalisent progressivement jusqu'à atteindre véritablement le point bas. Et ensuite, si on dézoome, eh bien, on voit que ces séances de capitulation, hein, qui sont toutes incluses dans ce petit intervalle ici de temps, eh bien, marquent réellement le point bas du marché, de ce marché baissier de mars 2020. On va regarder maintenant le marché baissier actuel, celui qui a commencé début 2022, pour voir si on peut identifier des séances de capitulation. Donc vous voyez ici, hein, ça a commencé début 2022. Si on zoome un petit peu et qu'on essaie de regarder quels sont les volumes moyens normalement qu'on observe hein, sur le marché, on va dire qu'on est autour hein, en moyenne de 4 milliards, 4 milliards et demi. Donc ça veut dire que pour avoir des séances de capitulation par rapport à ce qu'on a vu avant, il faudrait monter quand même nettement au-dessus de 8, au-dessus, à 8,5 au moins ou 9 milliards. Donc ça, on n'arrive pas à en trouver hein, au niveau des séances de capitulation. Là, on en trouve une le 16 septembre à 7 milliards 9. Il y en avait eu une avant autour de 6 milliards 7. Mais globalement, hein, si vous regardez, vous avez quelques petits pics, mais il n'y a pas vraiment d'énormes augmentations de volume à des moments où il y a des points bas sur le marché. Donc voilà, on n'a pas encore cette situation de séance de capitulation. Il faudra eh bien surveiller hein, dans les semaines et les mois à venir pour voir si effectivement on peut arriver à identifier de potentiels points bas avec cette méthode. Même si l'objectif de cette vidéo, c'est principalement de vous parler des marchés actions, je voulais quand même faire une parenthèse sur les marchés obligataires. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de tensions aujourd'hui hein, sur ces marchés. Il y a un crack en réalité hein, sur le marché obligataire qui est en cours. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais vous mettre le lien. On a par exemple eu une baisse très forte de la valeur des obligations souveraines au Royaume-Uni. Ici, vous avez sur ce graphique l'évolution du rendement. Donc le rendement varie inversement à la valeur des obligations sous-jacentes. Donc vous voyez que le rendement a vraiment explosé ces derniers mois hein, pour monter. Donc là, on est sur des obligations souveraines à 10 ans du Royaume-Uni, donc qui sont montées et ont oscillé autour de 4%. On est un tout petit peu en dessous aujourd'hui. Donc on a ces très fortes tensions sur les marchés obligataires qui pourraient hein, avoir un impact sur l'ensemble des marchés au final hein, et aussi sur les marchés actions. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc en fait l'hypothèse que je voudrais vous montrer, c'est une hypothèse dans laquelle on pourrait se dire, bon, voilà, on est simplement au milieu hein, de cette hausse et on pourrait avoir encore un petit peu plus une augmentation des rendements, peut-être jusqu'à 8% à peu près, sachant qu'on est autour de 4% aujourd'hui sur ces obligations souveraines à 10 ans. Et donc je voudrais vous montrer en termes de valorisation ce que ça pourrait donner. Alors, donc là j'ai fait le calcul ici. Donc vous voyez, on passe donc d'un rendement qui est autour de 4% aujourd'hui à un rendement qui serait in fine autour de 8%. Donc là, on est sur une valeur nominale de 100. Donc je fais l'hypothèse que le taux d'intérêt au moment où l'obligation a été émise était autour de 1%, ce qui est assez cohérent, hein, puisque les taux ont été très bas au cours des
des quelques dernières années. Et donc, c'est à peu près en moyenne des taux auxquels ont été émises les obligations récemment. Et donc, simplement, ensuite, je fais le calcul en actualisant les flux. Donc ici, vous voyez, donc à chaque fois, en faisant le calcul d'actualisation, euh, année après année, donc au début, on n'a que les intérêts, et à la fin, à la 10e année, là, on est sur l'hypothèse qu'on a une maturité de 10 ans, et bien à la 10e année, on a le remboursement du capital avec les intérêts, on actualise avec le taux d'intérêt de 4%, et donc on obtient une valeur actualisée aujourd'hui pour cette obligation de 76 à peu près. Et donc, si on fait le même calcul, mais en changeant le taux d'actualisation à 8%, toujours sur la même obligation, et bien là, on obtient 53 de valeur actualisée. Ça veut dire que si jamais eh bien, on a effectivement une augmentation du rendement sur ces obligations de 4 jusqu'à 8%, ce qui ne serait pas totalement aberrant compte tenu des niveaux d'inflation qu'on voit aujourd'hui, eh bien, on aurait à peu près, en termes de variation de valeur sur ces obligations, une diminution de 30%. Donc c'est vraiment voilà, très important, hein. On a simplement 4% de plus d'intérêt, mais au final, moins 30% de valeur de l'obligation. Et vous allez voir que le phénomène s'amplifie quand on a une maturité qui est plus longue. Donc là, j'ai fait le même calcul ici, mais simplement, j'ai pris une durée de 20 ans. Voilà pour la maturité. Exactement le même calcul, hein, on passe de 4 à 8% de rendement sur l'obligation. Et donc là, on obtient une valeur actualisée qui va passer de 59 aujourd'hui à 31 in fine. Et donc là, c'est une baisse qui est encore plus forte de 47%. Voilà, donc simplement, ça, ce petit calcul, c'était pour vous expliquer un petit peu eh bien, la méthode hein, de calcul de variation de la valeur des obligations et aussi pour que vous vous rendez bien compte que on n'a pas besoin d'une variation de valeur très importante ici au niveau du rendement de l'obligation pour que, in fine, on ait eh bien, la valeur de l'obligation elle-même qui varie très fortement. Et c'est ça qui pose problème hein, dans les fonds de pension aujourd'hui, dont on a vu l'exemple eh bien, en Angleterre. J'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est-à-dire que quand on a une remontée des taux très forte, eh bien, la valeur des obligations baisse énormément et les fonds de pension se trouvent eh bien, dans une situation où ils sont obligés d'enregistrer comptablement cette baisse de valeur de ce qu'ils ont dans leurs actifs et ils peuvent difficilement justifier leur capacité à arriver à payer les pensions aux retraités qui normalement sont censés les recevoir de ces fonds de pension. Même si on est toujours dans un marché baissier et qu'on n'a pas atteint encore le point bas, eh bien, je ne pense pas qu'il faut tout investir en cash hein, en ce moment. C'est toujours bien d'avoir une poche avec des actions, simplement pour avoir une bonne diversification de son portefeuille. En revanche, je pense qu'il faut appliquer un certain nombre de critères de sélection, tout simplement parce qu'on sait qu'on risque d'avoir dans les mois qui viennent des baisses encore très fortes sur les indices, avec beaucoup de volatilité. Donc voici moi personnellement les critères que j'utilise pour sélectionner les actions que j'ai en ce moment en portefeuille. Donc premièrement, bien sûr, je regarde la solidité financière de la société. Un exemple d'indicateur qui peut être utilisé, c'est par exemple regarder le niveau des capitaux propres par rapport à la capitalisation de la société. Deuxièmement, je vais rechercher des sociétés qui ont des niveaux de valorisation très attractifs. Donc par exemple, en regardant des ratios comme la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA. Donc là, je vais chercher à avoir des sociétés qui sont quand même plutôt sur des ratios très attractifs. Pourquoi? Parce que si jamais eh bien, il y a des baisses très importantes sur les marchés, comme on est déjà à des ratios de valorisation très attractifs, eh bien, on peut baisser, mais on devrait baisser un petit peu moins que le reste du marché. Ensuite, il y a le choix du secteur d'activité. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. En ce moment, je pense qu'il vaut mieux aller sur des secteurs d'activité du type matières premières, énergie, agriculture. Pour l'énergie et l'agriculture, on est vraiment sur des secteurs et des entreprises dont on aura de toute façon besoin, même si on passe par des phases de récession économique assez fortes.
Voilà, on aura toujours besoin de pétrole et de gaz, on aura toujours besoin d'acheter de la nourriture. Et donc, je pense que là-dessus, c'est des secteurs intéressants. Ensuite, en termes de sélection de la zone géographique où se trouve l'entreprise, donc là, c'est vrai que je pense qu'il faut privilégier quand même les zones qui auront eh bien, un accès à l'énergie en quantité suffisante et à un bon prix. Et donc là, pour être très clair, c'est vrai que l'Europe n'est pas très bien positionnée. Je pense qu'un certain nombre de pays en Asie et aussi les États-Unis sont bien mieux positionnés de ce point de vue-là. Et enfin, dernier point important, pour arriver à éventuellement eh bien, absorber une baisse importante sur les marchés, il me semble important en ce moment d'avoir dans son portefeuille des titres qui versent des dividendes élevés, voire très élevés. Voilà, tout simplement parce que ça couvre une partie de la baisse potentielle que vous pourriez avoir sur les marchés. Pour vous donner quelques éléments de réflexion, j'ai fait une recherche dans la base de données que j'utilise avec les critères suivants. Donc un rendement sur dividende supérieur à 12%. Donc j'ai justement voulu insister là-dessus, hein, vraiment aller chercher un rendement sur dividende extrêmement élevé. Soyons clairs, hein, des dividendes corrects, même très corrects, ça commence à peu près à 6% selon moi. Donc là, j'ai volontairement accentué très fortement ce critère-là. Et ensuite, j'ai rajouté un critère donc, de valorisation d'entreprise, valeur d'entreprise, pardon, divisé par EBITDA inférieur à 7, et également capitalisation de l'action divisé par capitaux propres tangibles inférieur à 1,5. Et j'ai regardé ce que ça donnait comme résultat. Voici ce que l'on obtient comme résultat. J'obtiens 209 sociétés. Donc, je vais vous montrer comment elles se répartissent à la fois d'un point de vue géographique et également d'un point de vue de secteur d'activité. Donc, d'un point de vue géographique, vous voyez ici, eh bien, à 67%, donc les deux tiers sont en Asie, ensuite 15% en Europe, 7% en Amérique du Sud et seulement ensuite 5% en Amérique du Nord. Donc, si on regarde la décomposition par pays, on a vraiment donc deux pays qui ressortent en premier, c'est Hong Kong et la Chine, suivi juste derrière par Taïwan. Voilà, donc c'est vraiment deux très loin, hein, les pays où on a le plus d'occurrences sur la base de ces critères. Ensuite, on a la Malaisie à 8%. Et seulement après, le premier pays non asiatique, c'est le Brésil à 6%. Voilà, et de nouveau ensuite Pakistan et Afrique du Sud. Donc vous voyez que voilà, globalement, on est vraiment très 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 orienté vers l'Asie, hein, sur ce type si on applique ce type de critères. Maintenant, si on regarde les secteurs d'activité, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on trouve donc, un secteur industriel pour 24%, les matières premières à 20%, les biens non essentiels pour 16%, et l'immobilier apparaît à 11%. On a derrière un petit peu plus loin l'énergie à 7%. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en détail, là, c'est une décomposition un petit peu plus fine des secteurs d'activité. Effectivement, on voit donc pétrole, gaz, charbon à 7%. On a des métaux industriels à 9%, l'immobilier à 10%. Voilà, l'industrie des transports à 10% également. On a les produits chimiques qui sont pas très loin à 4%. Ce qu'il faut noter par exemple ici, ce que j'ai vu, c'est que dans les métaux industriels, on a une grosse partie qui correspond au secteur d'activité de l'acier. On va en reparler juste après. On trouve énormément en ce moment, hein, de sociétés dans le domaine de l'acier où les ratios de valorisation sont extrêmement attractifs. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un secteur d'activité que je surveille en ce moment, qui est le secteur de l'acier. Alors, pour justement vous parler de ce secteur, je vais prendre un exemple de société. Je vais me baser sur l'analyse qu'on a fait précédemment. Alors, je vais chercher une société qui se trouve au Brésil. Vous voyez qu'ici, les sociétés au Brésil ressortaient pas mal, hein, quand on a fait la recherche, notamment en se basant sur le critère du dividende. Et également, donc on avait, vous voyez ici au niveau de l'industrie, eh bien, le secteur de l'acier, hein, qui ressortait beaucoup. Il y a beaucoup
en ce moment deux sociétés qui sont dans le secteur de l'acier et qui ont des valorisations assez attractives. Alors, on va regarder tout de suite maintenant la société en question. Donc, il s'agit de la société qui s'appelle Gerdo, donc société basée au Brésil, qui est un géant hein, vraiment dans le domaine de l'acier. Ils font beaucoup de produits ici que vous pouvez voir en acier hein, de différents types. Donc, si on regarde ici la fiche, vous voyez que c'est une très grosse société. Hein. La capitalisation boursière est de 8,4 milliards de dollars. Donc là, c'est la cotation hein, aux États-Unis. Et surtout, vous avez un PER, donc un Price Earning Ratio, qui est de 2,8. Donc c'est vraiment extrêmement bas vraiment. Et en plus de ça, au niveau du dividende, de l'estimation du dividende, on est supérieur à 11%, 11,4% ici au niveau du dividende sur cette valeur. Et vous voyez que globalement, c'est plutôt une valeur qui est assez stable hein, dans le temps. Hein. Là, vous avez l'évolution au cours des 5 dernières années. Voilà, c'est plutôt assez stable. Donc, je trouve que c'est un secteur d'activité intéressant. Donc, si vous voulez l'analyser, vous avez, bien sûr, vous pouvez regarder le prix de l'acier. Donc là, vous avez son évolution. Donc, je vais vous le mettre sur une plus longue durée. Voilà. Donc il y avait eu une augmentation assez forte là en 2021, ça s'est un peu calmé au niveau du prix de l'acier, on est revenu à des niveaux moyens on va dire. Voilà, vous avez l'évolution là depuis 2010, voilà, on est plutôt en milieu de fourchette pour le prix de l'acier. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le prix du minerai de fer, hein. Le minerai de fer, c'est le matériau de base qui est utilisé pour fabriquer l'acier. Là, c'est pareil, hein, on est revenu dans le milieu de la fourchette, voire un petit peu en bas de la fourchette. C'est pas encore extrêmement bon marché, mais on va dire qu'on est au milieu de la fourchette. Après, pour analyser ce secteur-là, il faut aussi regarder eh bien, qui sont les producteurs et surtout les consommateurs d'acier. Donc là, vous avez une visualisation des pays producteurs d'acier. Donc vous avez au fil du temps, hein, donc vous voyez que bah, il y a eu vraiment ici, à peu près au début des années 2000, une explosion vraiment de la production d'acier en Chine. Et c'est devenu aujourd'hui vraiment de très très loin le plus gros producteur. C'est quasiment, c'est un peu plus que la moitié de la production mondiale d'acier. Et après, si on regarde un petit peu pour savoir qui consomme derrière, eh bien, on se rend compte que si on regarde les chiffres de la Chine, en réalité, il y a très peu d'exportation. Là, je vous ai mis le graphique hein, où on peut voir justement les productions et les exportations pour la Chine. Et vous voyez qu'ici, en fait, il y a très peu d'exportation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment eux hein, qui consomment, les Chinois, la plus grosse partie hein, de ce qui est produit ici en acier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, le marché de l'acier, globalement, est très lié à la Chine, notamment au marché immobilier chinois, hein, qui va beaucoup consommer d'acier. C'est vrai qu'en ce moment, on a une croissance qui ralentit en Chine, on a aussi une crise immobilière, et donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai uniquement mis ce secteur sous surveillance, j'ai pas encore investi, mais je pense que c'est bien de l'avoir en tête, parce qu'il pourrait y avoir très certainement de très belles opportunités dans les mois à venir, notamment hein, si le prix de l'acier ici qu'on voit ici revient vers le bas de la fourchette. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur la gestion d'un patrimoine en action, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter gratuite. Je vais mettre le lien en description juste en dessous de la vidéo. Et par ailleurs, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à faire des commentaires. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. À très bientôt. Ciao!